Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, votre journal. Le sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine démarre à Addis Abeba avec la participation du Maroc. Le chef du gouvernement, Saadi Latmani, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI. Plus de 10 000 personnes marchent à Rabat pour exprimer leur inconditionnel soutien à la cause palestinienne et hissent des banderoles affirmant qu'Al-Quds est et sera toujours la capitale de la Palestine. Et puis nous irons à Casablanca où se poursuit la 26e édition du Ciel. Les férus d'histoire sont bien servis. Ils ont eu droit à la présentation de l'ouvrage retraçant le parcours politique de Abdelrahman Yousfi et les étapes majeures du gouvernement d'alternance. Bonsoir, comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, une semaine notamment marquée par le lancement par Sa Majesté le roi Mohamed VI du programme de développement urbain d'Agadir 2020-2024, un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région. Il mobilise des investissements de l'ordre de 6 milliards de dirhams et ambitionne le renforcement de l'attractivité d'Agadir en tant que destination touristique nationale et internationale, l'amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations et la consolidation du réseau routier pour une meilleure mobilité. Les développements tout de suite avec Souad Anachet. Mardi, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de lancement du programme de développement urbain d'Agadir 2020-2024, un programme de 6 milliards de dirhams élaboré conformément aux hautes orientations royales. Il s'attache à consacrer le positionnement de la ville, renforcer son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale. Il vise également à améliorer les indices de développement humain et promouvoir les conditions de vie des populations. Le programme s'articule autour de plusieurs principaux axes. Ils ont trait au renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville, à l'aménagement urbain de la zone touristique d'Agadir et le renforcement de son attractivité, la préservation de l'environnement et l'aménagement des espaces verts de la ville. Un axe comporte 3 volets ayant trait respectivement à la promotion de la chose religieuse, la protection et la valorisation du patrimoine de la ville et la promotion culturelle, sans oublier le renforcement des équipements sociaux de base économique et de commerce de proximité. Le souverain a présidé la signature de la convention cadre relative au programme de développement urbain d'Agadir 2020-2024. Jeudi, Sa Majesté le Roi a procédé à l'inauguration de la Cité de l'Innovation Souss-Massa, une concrétisation de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle lancé par le souverain le 28 janvier 2018. Cette cité permettra de doter la région d'une infrastructure d'accueil technologique, un levier majeur, favorisant l'entrepreneuriat et la création de start-up innovantes à travers le processus d'incubation, la valorisation des résultats de la recherche scientifique au profit des secteurs économiques et des écosystèmes industriels de la région et le transfert technologique et le rapprochement entre les entreprises et les structures de R&D. Ce projet pilote dispose d'un incubateur d'entreprises et de start-up innovantes, d'un centre de recherche et de développement abritant des laboratoires d'identification et analyse des entités naturelles, biotechnologie et santé, analyse des résidus, changement climatique et développement durable, eau, énergie et énergie renouvelable et enfin, Industrie Lab. La déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle prévoit la réalisation d'un technoparc destiné aux PME et aux start-up du secteur des technologies de l'information et de la communication. Il met à leur disposition des locaux prêts à l'emploi et un accompagnement adapté. Le même jour, Sa Majesté le Roi a présidé à la commune d'Rarga la cérémonie de signature de la convention relative au financement des cités des métiers et des compétences. La directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail a présenté un aperçu des chantiers de réforme et de développement engagés par l'Office en exécution des hautes orientations royales et conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle. Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de la convention relative au financement des cités des métiers et des compétences.
Le souverain a ensuite donné le coup d'envoi des travaux de construction de la cité des métiers et des compétences sous Smessa. La future cité a été conçue pour accueillir 3000 stagiaires chaque année. La CMC sous Smessa est la première concrétisation du programme des cités des métiers et des compétences. Il prévoit la réalisation de 12 CMC au niveau des différentes régions du royaume, soit un effectif de 34 000 stagiaires en formation chaque année. Et à la mosquée Khalid Ibn Walid à Agadir, Sa Majesté le roi Amir Mouminin a accompli la prière du vendredi. Vendredi toujours, Sa Majesté le roi a procédé au lancement des travaux de construction de l'hôpital psychiatrique de la ville d'Agadir. D'une capacité de 120 lits, le futur établissement hospitalier comprendra un hôpital de jour, des services de psychiatrie, de pédopsychiatrie, de gériatrie, une unité de médecine légale et une autre d'addictologie, un pôle de consultation externe et un pôle d'hospitalisation, en plus d'un service d'urgence. Le futur hôpital psychiatrique permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région, qui voit également ses infrastructures médicales se renforcer à la faveur du projet de construction du centre hospitalier universitaire CHU d'Agadir, dont relèvera le futur hôpital psychiatrique de la ville. Et enfin, vendredi, commune Imourane, préfecture d'Agadir et d'Aoutanan, Sa Majesté le roi a inauguré un point de débarquement aménagé des produits de la mer, une structure qui va bénéficier à 130 marins-pêcheurs opérant sur 52 embarcations artisanales. Avec une production annuelle prévisionnelle de 2500 tonnes, ce projet est de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette catégorie sociale, au développement et à la restructuration du secteur de la pêche artisanale, en plus de la préservation des ressources halieutiques. Le souverain a remis 52 moteurs hors-bord au profit de la coopérative Aftastamrat d'Imourane, destinée à promouvoir et moderniser les conditions de travail des marins-pêcheurs. Cap sur la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où se tiennent les travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, avec la participation du Maroc. La délégation marocaine est conduite par le chef du gouvernement, Saadi Latmani, qui représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à ce sommet continental. L'agenda de ce conclave de grande envergure s'annonce bien chargé. Au menu des échanges notamment la sécurité, la lutte contre les menaces terroristes, la pauvreté, la précarité et les changements climatiques. L'Afrique face aux tensions qui rongent le continent. Paix et sécurité en Afrique, au menu des travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans son intervention à l'ouverture de sommet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a confirmé l'exclusivité des Nations Unies dans la résolution de la question du Sahara marocain. La Troïka de l'Union africaine apportera un soutien efficace au processus mené par les Nations Unies, qui est le cadre volontairement choisi par les parties pour une solution politique durable. Autre sujet de la conférence, la crise libyenne. Le règlement de la crise doit se faire par les Libyens et pour les Libyens, a souligné le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge du sommet. Toute solution venant de l'extérieur n'aura aucune chance de réussir, a précisé Nasser Bourita. Srerat n'a pas été une conférence internationale pour trouver une solution à la crise libyenne, mais un cadre de dialogue entre Libyens. Pour le secrétaire général des Nations Unies, le partenariat stratégique entre l'ONU et l'Union africaine est d'une grande importance. Le partenariat entre l'ONU et l'Union africaine est d'une grande importance. Je salue l'initiative de l'organisation panafricaine d'avoir choisi comme thème « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique ». Lutte contre le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques en Afrique et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, autant de défis auxquels est confronté le continent. Ils seront au cœur des débats du 33e sommet de l'Union africaine.
Les Marocains réitèrent leur ferme soutien à la cause palestinienne. Aujourd'hui à Rabat, plus de 10 000 personnes ont pris part à une marche nationale pour exprimer justement haut et fort leur solidarité avec le peuple palestinien. Une marche organisée à l'appel d'un collectif d'instances politiques, syndicales et d'organisations civiles. Arbin Heri, Saïd Rennam et Zakaria Mokhbillah. Le drapeau palestinien brandit haut et fort à Rabat. Des milliers de marcheurs ont donné de la voix pour marquer leur solidarité avec le peuple palestinien et leur soutien constant et inconditionnel du royaume à la cause d'un peuple dépossédé de son territoire et de ses droits les plus élémentaires et les plus légitimes. Des marcheurs de différentes sensibilités ont tenu à réitérer le soutien ferme et sans équivoque au peuple palestinien dans sa lutte pour la dignité et la souveraineté. Le peuple marocain soutient la Palestine. Il s'inscrit dans le combat pour sa libération. Il ne peut tolérer une atteinte quelle qu'elle soit aux droits et aspirations légitimes du peuple palestinien. Différentes tendances politiques, syndicales et associatives prennent part à cette marche de solidarité. Cela reflète la mobilisation de l'ensemble du peuple marocain. C'est une journée de la Palestine par excellence, que les Marocains ont marquée par les drapeaux palestiniens et les slogans soutenant cette juste cause, et Al-Quds comme capitale de l'État palestinien. Une journée de solidarité où différentes composantes associatives, syndicales et politiques revendiquent l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Plusieurs organisations de la société civile ont aussi participé à cette marche de solidarité. Nous sommes fidèles à la cause palestinienne. C'est aussi la cause du peuple marocain. C'est un devoir de participer à cette manifestation pour exprimer notre solidarité vis-à-vis du peuple palestinien. La cause palestinienne tient au cœur de tous les Marocains. Nous sommes là pour soutenir le peuple palestinien. Nous serons toujours à ses côtés. Pour les organisateurs, cette marche est le prélude à un programme continu de lutte sur les plans national, régional et international. Ceci appelle le peuple marocain à faire preuve de vigilance et à maintenir la mobilisation jusqu'à la victoire. Et du nouveau, justement, dans le dossier palestinien, la nouvelle mouture de la résolution palestinienne qui sera soumise dans 2 jours au vote de l'ONU ne condamne plus le plan américain pour le Proche-Orient et ne cite pas non plus les États-Unis, contrairement à sa première version. La version initiale pointait directement du doigt Washington. Pour l'instant, les raisons de l'assouplissement de ce texte n'ont pas été avancées. En revanche, le texte dénonce clairement la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. En Syrie, l'armée a repris aux rebelles le dernier bastion clé de la province d'Idlib. Information donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette avancée majeure du régime est le résultat de l'offensive meurtrière menée depuis 2 mois déjà dans la région. Elle a coûté la vie à plus de 300 personnes, majoritairement des civils. Pendant ce temps, Ankara menace ouvertement Damas de représailles si, je cite, ses avant-postes militaires sont attaqués dans la province d'Idlib, même par erreur. Fin de citation. En Chine, le bilan des décès liés au coronavirus ne cesse de s'alourdir. Il dépasse désormais les 800 morts. Les autorités dénombrent également plus de 37 000 cas contaminés malgré les mesures drastiques mises en place pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie. Les inquiétudes demeurent également grandes quant à la pénurie de masques dans toute la Chine. La tempête Ciara inquiète l'Europe du Nord, qualifiée de très forte. Cette tempête hivernale a d'ores et déjà généré de fortes ravales de vent, dépassant parfois les 140 km/h. La situation risque d'empirer dans les jours qui viennent. Cela concerne principalement la moitié nord de la France, où 35 départements sont déjà en vigilance orange. L'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas sont aussi concernés. D'ailleurs, des dizaines de vols ont été annulés ou retardés, notamment à Londres et à Amsterdam.
Retour chez nous avec tout d'abord l'élection du nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. Il s'agit de Abdeltif Wahbi, candidat unique. Il a été élu au terme du 4e congrès national de cette formation politique tenu à El Jadida. Abdeltif Wahbi a été plébiscité par les congressistes suite au retrait des autres candidats à la succession du secrétaire général sortant Hakim Ben Chemmeche. Dans sa première réaction, le nouveau chef du PAM s'est dit conscient du grand défi qui l'attend. Sachez également que Fatem Zahra Al-Mansouri a été plébiscitée aussi comme présidente du Conseil national du PAM. Parfois, nous passons beaucoup de temps dans les transports publics et les livres s'avèrent dès lors les meilleurs des compagnons. Sauf que voilà, à l'ère du digital, beaucoup d'entre nous scrutent leur téléphone au lieu de se consacrer à la lecture. Et c'est pour sensibiliser justement les générations montantes à l'importance de cet acte que le ministère de la Culture a lancé l'initiative Qrat Wsal. Découvrons-la tout de suite avec Zakaria Moqinbillah, Hassan Zaki et Mohamed Wouda. Consulter son smartphone durant un trajet en transport public, quoi de plus ordinaire de nos jours? Ceux qui optent pour lire sont plutôt une minorité. Aujourd'hui, pour encourager les usagers du tramway à s'adonner à la lecture, des livres sont mis à leur disposition dans une quarantaine de stations. On passe des heures chaque jour dans les transports. C'est pourquoi il est profitable d'avoir un bouquin pour se cultiver et s'instruire. Le livre est aussi un excellent moyen de s'enrichir à tous les niveaux. Beaucoup de passagers gaspillent leur temps à bord du tramway à ne rien faire ou à consulter leur téléphone. On pourrait exploiter ce temps à lire, car aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps libre à cause des préoccupations. C'est aussi le rôle de l'université d'inciter à la lecture. Qrat Wsal, une initiative offrant aux usagers du tramway la possibilité de feuilleter un livre le temps d'un trajet. Jusqu'au 11 février, un nombre important de livres sont proposés dans l'ambition de faire de la lecture un réflexe au quotidien. Nous passons beaucoup de temps en tram, 2 heures par jour en moyenne. Grâce à cette initiative, nous pouvons profiter de notre temps pour lire. Les passagers ont à leur disposition une collection diversifiée d'ouvrages. 3/4 du fonds documentaire sont fournis par le ministère de la Culture. Plusieurs maisons d'édition et libraires contribuent à cette initiative, encadrée par des étudiants de l'université Hassan II de Casablanca. Voilà, c'était des images signées Mostafa Ouda. Une belle initiative donc qui coïncide avec la 26e édition du Salon international du livre et de l'édition. Cette grand-messe livresque est l'occasion pour les amoureux des lettres de découvrir les grandes nouveautés et d'échanger parfois directement avec les auteurs. Hier, le public a eu droit à la présentation de l'ouvrage de Driss Guerraoui à Abdelrahman Yousfi, Enseignement pour l'histoire, en présence de celui qui a façonné l'histoire politique contemporaine du royaume et la période du gouvernement d'alternance. Sur place, nos envoyés spéciaux, Mariam El-Missi, Adna El-Harras et Youssef Chergui. Il a conduit d'une main de maître une étape forte de l'histoire contemporaine du royaume. Abdelrahman El-Yousfi est le protagoniste emblématique du nouvel ouvrage de Driss Guerraoui. Personnalité phare du Maroc contemporain, son influence déterminante sur le champ politique national a été mise en lumière dans cet ouvrage nouvellement paru, dont la présentation a été faite hier devant un parterre d'intellectuels et de politiciens. Ce livre est un message de reconnaissance, d'hommage et d'éloge à un homme d'État exceptionnel qui s'est dévoué corps et âme à la défense des grandes causes nationales et à la consécration des valeurs de liberté, de dignité, d'équité, de solidarité et de dialogue serein, tout en veillant constamment à faire prévaloir l'intérêt suprême de la patrie. Des leçons tirées de faits dont l'auteur était témoin à une époque cruciale de l'histoire politique du Maroc moderne. La vie et l'œuvre de cette personnalité de haute facture est désormais ancrée dans les annales de l'histoire du royaume.
Le ciel, une immersion littéraire pour les grands, mais aussi une escapade culturelle pour les plus petits, histoire d'assouvir leur curiosité et de nourrir chez eux l'amour des livres. Au ciel, ils trouvent parfaitement leur compte grâce à une offre spéciale et à une panoplie d'activités. Retour à nos envoyés spéciaux à Casablanca. Les livres sont la richesse précieuse du monde et l'héritage des générations et des nations. Comme le dit si bien ce vieil adage du philosophe américain David Henry Thoreau, l'acte de la lecture se cultive et se transmet. Bande dessinée, romans, livres animés, l'offre littéraire est aujourd'hui étoffée et accessible aux jeunes lecteurs. Une passion que nourrissent également les événements livresques. Le ciel, en l'occurrence, fait écho à cet engouement de la jeune génération pour la lecture. Loin des clichés, la technologie n'a visiblement pas pris la place du livre. La preuve en image. Totalement absorbés par leur nouvelle lecture, ces écoliers partagent un grand moment de complicité, mais surtout arrivent à décrocher de leurs écrans. Je suis venue ici, j'ai vu beaucoup de livres, il était trop cool et je suis venue ici pour chercher des mangas, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Je suis tombée sur le livre de Tintin. J'ai bien aimé le fait qu'il y a beaucoup de livres et surtout le livre de Objet Lune. J'adore vraiment. En lisant, je découvre beaucoup de choses intéressantes. C'est mieux d'entrer sur Internet et de passer dans les réseaux sociaux. Un appétit grandissant qui s'assouvit dans ses rayons, presque dévalisés. En ce premier week-end du salon, les libraires peuvent se frotter les mains. On a beaucoup de visiteurs, il y a un très grand engouement pour le salon, beaucoup d'enfants, surtout pour les mangas. Voilà, et ça va encore durer 10 jours comme ça. Et on s'attend à encore plus de visiteurs. Nous accueillons des visiteurs de tous âges, jeunes et moins jeunes. En ce jour de week-end, nous avons noté une affluence plus importante qui se multiplie avec les visiteurs des groupes scolaires. Les enfants sont particulièrement accrochés par la BD, la bande dessinée. Nous nous attendons cette année à un record de vente. Face à cette demande accrue, les éditeurs n'hésitent pas à reconstituer leur stock. Les jours qui suivent promettent une plus grande affluence. Un engouement effectivement très admirable qui fait chaud au cœur. Et voilà une autre info qui réchauffe le cœur. Ce nouveau sacre continental pour le Maroc, cette fois-ci en karaté. Le Maroc qui remporte le titre du champion d'Afrique dans toutes les catégories avec un total de, tenez-vous bien, 37 médailles au terme des épreuves du championnat organisé du 7 au 9 courant à la salle couverte Zieten à Tanger. Le Maroc s'est adjugé le titre grâce à 37 médailles décrochées, 15 en or, 13 en argent et 9 en bronze, devançant de loin l'Égypte et l'Algérie. Mille bravo et félicitations à nos champions et championnes qui ont honoré les couleurs nationales. C'était le club de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.